Salut, bienvenue sur Le Feedback, un podcast destiné aux étudiants de la filière DCG-DSCG. Et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial consacré à la mémoire professionnelle UE7-DSCG et plus particulièrement sur la collecte de données et encore plus particulièrement sur la recherche qualitative. Et encore plus particulièrement, il faut que j'arrête avec les particulièrement, avec le guide d'entretien. Allez, c'est parti pour cette vidéo et cet épisode qui est là pour vous aider dans votre mémoire de DSCG. On est donc sur la recherche qualitative et on va faire un focus sur le guide d'entretien, une autre façon de collecter des données dans la partie empirique nécessaire à votre mémoire professionnelle. Dans cette partie, donc, je vais quand même vous rappeler ce que j'ai pu rappeler dans un autre épisode si vous l'avez regardé sur le questionnaire, que vous devez vous comporter comme un chercheur qui a donc une éthique. Dans le cadre de cette éthique, vous devez impérativement respecter le principe du consentement éclairé, ce qui veut dire que vous allez demander et garantir aux participants donc que votre travail respecte donc un code de déontologie. Vous allez les informer de vos objectifs, en quoi consiste votre étude, sur quoi vous travaillez, pourquoi vous avez besoin donc de les interviewer et donc ainsi vous allez obtenir leur confiance et donc leur envie, leur motivation à répondre à vos questions. Ensuite, vous allez, dans le cadre toujours de cette relation de confiance et de la rigueur scientifique, vous allez vous garantir aux répondants la confidentialité, ce qui veut dire que les données que vous allez collecter, vous allez les collecter en garantissant l'anonymat et en garantissant la sécurité donc des données ainsi recueillies. Il est important que vous fassiez ça dans un souci donc de rigueur professionnelle, mais aussi de relation de confiance avec donc votre répondant. Ensuite, vous allez, pour un troisième niveau, vous engager à partager les résultats de votre recherche avec les personnes qui ont accepté de participer à vos entretiens. Il est important que vous leur fassiez un retour sur leur contribution, sur quoi vous avez abouti, de manière à ce qu'ils puissent percevoir effectivement que la réalité de votre travail et que ça va faire un écho avec les objectifs que vous leur aviez annoncés. Ainsi, la relation sera de qualité. Maintenant, rentrons précisément dans l'approche qualitative et le guide d'entretien. Un entretien qualitatif n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir sur l'approche quantitative et le questionnaire. Ici, on va dans un choix donc plus sélectif avec une relation plus qualitative. On va rentrer dans une exploration plus profonde pour comprendre en détail un phénomène, l'objet ou les objets de votre sujet. Il s'agit de mieux comprendre les perceptions, les opinions, les attitudes, les pratiques des professionnels que vous allez interroger. Et vous allez, à partir de réponses, vous allez pouvoir mieux confronter des réponses de qualité, des réponses riches, donc avec donc, les thèmes de vos hypothèses. Pour cela, il faut vous préparer. Il est nécessaire que cet entretien soit organisé, que vous soyez à l'aise et que vous connaissiez particulièrement votre guide. Et pour ça, il va falloir refaire un point sur vos objectifs. Ça, c'est un point similaire d'ailleurs avec le questionnaire. Bien connaître ses objectifs. Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre? Qu'est-ce que vous voulez investiguer, explorer? Il est important que vous fassiez ce travail d'identification et de formalisation de votre objectif et notamment de précision des thèmes sur lesquels vous allez travailler. Il est important aussi de savoir avec qui vous allez vous entretenir. Donc, quelle est la population que vous allez interroger? En tout cas, les personnes de la population que vous allez interroger. Vous devez donc vous soucier de vérifier que les personnes que vous allez solliciter respectent bien, en fait, la population donc, à laquelle vous vous intéressez, au thème qui concerne vos hypothèses. Vous allez donc faire attention à un certain nombre de critères comme leur qualité professionnelle, leur âge, leur expérience, leur diplôme, leur grade, leur position dans l'organisation. Et il va falloir aussi que vous déterminiez le nombre d'entretiens requis. Alors, à la différence de la partie quanti et du questionnaire, il ne s'agit pas d'avoir un grand nombre de répondants, mais d'avoir quelques répondants. Alors, bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir, je dirais, certainement une quinzaine de répondants, ce qui n'est pas toujours possible, parce que parfois, vous avez des sujets extrêmement précis et vous ne pouvez pas avoir 15 ou 20 répondants. Donc, parfois, ça sera peut-être que 8 répondants. En tout cas, le maximum des répondants possible. Ce qui est important, je pense, c'est que vous fassiez beaucoup d'efforts, en fait, que vous montriez que vous avez d'abord ciblé, que vous avez contacté, que vous avez cherché à obtenir des rendez-vous. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que vous gardiez trace de toutes les sollicitations, de tous les mails, de tous les messages que vous avez envoyés, par exemple, sur LinkedIn aux personnes qui vous intéressaient.
Et ben, vous ferez écho de l'absence de retour ou de réponse négative qui explique que le nombre de personnes que vous avez finalement interrogées est en deçà de l'objectif que vous vous étiez fixé, par exemple de 15 ou 20 répondants. Ensuite, vous devez bien être clair sur le choix du type d'entretien que vous avez choisi. Alors, généralement, on choisit l'entretien semi-directif, hein. Bien sûr, il existe des entretiens directifs, des entretiens libres et des entretiens semi-directifs. Je pense que la majorité, enfin la grande majorité, opte pour le semi-directif qui me paraît tout à fait adapté à vos sujets de mémoire et aux thèmes souvent que vous abordez à travers vos hypothèses. Revenons plus en détail sur vos répondants. Quelle est la team de vos répondants? Il s'agit donc, et c'est vous là qui avez la main, c'est vous qui allez les sélectionner. Donc ce qui fait que les personnes ne vont pas venir à vous et vous n'avez pas besoin d'analyser ensuite qui ils sont parce que vous les avez choisis. Donc c'est à vous de choisir des profils. Alors vous n'avez pas une grande quantité de répondants, mais il va falloir jouer la qualité des répondants pour compenser la quantité de répondants. Vous allez donc chercher des profils variés, des profils diversifiés, et cette diversité qui apportera une forme de représentativité. Il est important que vous justifiez de leur qualité au regard des thèmes qui constituent vos hypothèses. Je reviendrai à nouveau sur les thèmes et les hypothèses juste après. Il va falloir que vous montriez que vos répondants ont donc bien les qualités qui correspondent à ce que vous êtes en train d'étudier. Il va falloir le démontrer souvent sous la forme d'un tableau pour bien montrer que chaque répondant répond à quel thème, de quelle hypothèse, et ça permettra ainsi aux personnes qui vous interrogeront de bien apprécier le caractère méthodique de votre travail. Vous allez ensuite définir dans quel cadre vous avez, et d'ailleurs selon quelle modalité vous avez eu des entretiens avec ces personnes. Vous allez donc rappeler sous quelle forme? Entretien en présentiel, entretien en distanciel, est-ce que c'était au téléphone, est-ce que c'était par Teams, la durée en face à face, la durée de l'entretien. Donc ça, c'est important parce que bien sûr, les conditions dans lesquelles se réalisent les entretiens ont un impact aussi sur le type d'entretien. Quand on est en face à face, forcément, on voit le répondant, on voit son regard, on voit ses expressions, on voit sa gestuelle. Et donc forcément, on peut déduire de la communication non verbale ou paraverbale du répondant un certain nombre d'indications qu'on ne pourra pas détecter du tout ou très peu lorsque ce sera un entretien en distanciel, surtout si c'est au téléphone. Donc, à la rigueur, peut-être que par Teams, avec les caméras branchées, on pourra voir un peu les expressions. Mais c'est bien sûr très différent de quand on est en présentiel, de quand on est en distanciel pour réaliser ces entretiens. La durée aussi est importante parce que cette durée explique aussi à quel point la personne a répondu avec détail, avec précision, avec argumentation à vos questions. Nous allons donc aussi rappeler un certain nombre de conditions pour réaliser un entretien dans de bonnes qualités. Alors, je vais revenir sur les répondants. Je vous ai dit que vous deviez expliquer et justifier que vos répondants sont donc de qualité, qu'ils correspondent bien au thème de vos hypothèses. J'ai pu aborder les thèmes et les hypothèses dans la vidéo concernant le questionnaire. Les principes sont exactement les mêmes. Une hypothèse se décline en un certain nombre de thèmes et c'est autour de ces thèmes que vous allez poser des questions. Ici, dans l'entretien, vous allez aussi choisir vos répondants en fonction des thèmes de vos hypothèses. À l'écran, vous avez donc 3 répondants qui sont à l'écran, dont vous avez la qualité. Vous voyez que le principe de l'anonymat est respecté ici aussi. Ces conditions sont importantes. Vous garantissez, dans le cadre de l'éthique du chercheur, l'anonymat, la confidentialité à vos répondants et à leurs réponses. Donc, vous voyez que pour R1, R2 et R3, il y a des qualités, elles sont précisées et on justifie dans la 3e colonne de ce tableau la pertinence de ces répondants. Pourquoi c'est eux et pas d'autres? Qu'est-ce qu'ils ont d'important? Qu'est-ce qu'ils ont de particulièrement adapté pour répondre à vos questions et donc aux thèmes qui sont abordés dans vos questions et donc ainsi pour vérifier vos hypothèses ou propositions de recherche.
Vous voyez ici que les critères ont été numérotés, critères 1, 2, 3, 4, qui correspondent en fait aux thèmes qui ont été précédemment par ce candidat développés. Et on voit ici aussi, dans la dernière colonne de ce tableau, sous quelle forme, selon quelle modalité les entretiens ont eu lieu, visio ou pas visio, et la durée de ces entretiens. Vous voyez aussi dans l'histogramme qui figure à côté, donc juste à côté de ce tableau, les qualités professionnels des répondants. Vous avez donc des experts comptables, des auditeurs, des responsables financiers, des régulateurs et des personnes du monde académique. Et vous voyez le nombre de chaque catégorie de répondants, donc au regard de leur qualité, ce qui montre effectivement le souci de la variété de leur qualité. Et au regard de leur nombre, certainement, le nombre est important par rapport au rapport qu'ils ont avec le sujet qui est à traiter, qui est abordé par ce candidat. Vous avez ici un autre exemple d'un répondant, donc A2, toujours le principe de l'anonymat. On sait que c'est un médecin du travail et on explique dans la troisième colonne pourquoi on a choisi le médecin du travail. Et donc, c'est justifié et on voit à nouveau la modalité, entretien téléphonique ainsi que sa durée. Le tableau du choix des répondants est extrêmement important. Il démontre votre qualité, vos capacités, vos efforts de réaliser un travail rigoureux. Le profil professionnel doit être précisé, fonction, expérience, expertise, la pertinence de la thématique qui permet de recouvrir, alors de la ou des thématiques que vous avez définies, des modalités importantes, durée, format, lieu, qui montrent à quel point vous avez aussi pu réaliser donc ce travail donc de questionnement avec les répondants. C'est vrai que l'idéal, ça serait des entretiens en présentiel, en face à face. C'est difficile à obtenir aujourd'hui, tellement le distanciel est devenu quelque chose de courant. Et important, vous montrez impérativement, à travers notamment cette colonne explicative, la contribution de ce répondant, de sa qualité au regard de votre recherche. Le guide d'entretien comporte donc des questions centrées sur vos thèmes. Ces thèmes sont issus de vos hypothèses. Vos questions sont progressives. Elles vont suivre le principe de l'entonnoir et elles vont se faire au fur et à mesure des thèmes abordés au fur et à mesure de chacune de vos hypothèses. Vos questions, on fera attention, on va le voir un peu plus tard, elles sont bien sûr plutôt ouvertes, essentiellement ouvertes, de manière à ce que votre répondant et vos différents répondants s'expriment le plus librement. Plus ils apportent d'explications, plus ils s'expliquent, plus ils s'expriment, mieux c'est pour votre travail de recherche. Vous n'oublierez pas de conclure en remerciant, bien évidemment, en vérifiant que tout a été abordé. Vous n'oublierez pas non plus de faire une synthèse. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire des synthèses intermédiaires à chaque fois, notamment que vous finissez d'aborder les différents thèmes d'une hypothèse. Petite synthèse, petite reformulation, de manière à vous assurer que vous n'avez rien oublié. D'ailleurs, dans ce souci, n'hésitez pas à demander à la personne si elle veut rajouter quelque chose, si elle pense à quelque chose qu'elle voudrait rajouter. Et vous ferez de même en conclusion, petite synthèse de l'ensemble, et vous lui demandez si elle veut aborder autre chose. J'ai oublié d'ailleurs de vous préciser quelque chose. Au moment de ces entretiens, je vous invite à proposer aux répondants de l'enregistrer, d'enregistrer complètement cet entretien. Bien sûr, vous enregistrez avec son autorisation et lorsque vous l'enregistrez, vous rappelez impérativement, il faut qu'il soit en confiance, que vous l'enregistrez que à des fins d'exploitation des données dans le cadre de votre travail de recherche. Donc ça, vous le faites impérativement et donc vous lui garantissez vraiment que ça ne sera que dans le cadre de l'exploitation et de l'analyse parce que vous allez devoir faire des retranscriptions. Donc expliquez-lui bien, si jamais il hésite à vous dire « Ah, je ne sais pas, j'ai pas envie d'être enregistré », rappelez-lui que l'enregistrement n'est que pour vous, que pour pouvoir faire une retranscription, que pour pouvoir faciliter votre analyse des résultats. Et si jamais il le refuse, ça veut dire qu'il va falloir que vous preniez des notes. Et ce travail serait particulièrement difficile. Attention, ce qui veut dire que pour un guide d'entretien, vous devez aussi préparer un stylo et un carnet ou des feuilles de manière à prendre des notes. D'ailleurs même si vous enregistrez la personne, n'hésitez pas
à noter en même temps. Pourquoi? Parce que bien sûr, si vous avez tout enregistré, il n'y a aucune raison que, en notant, vous notiez des choses que vous n'avez pas enregistrées. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que vous allez montrer à travers votre prise de notes l'intérêt que vous portez à la personne que vous interrogez. En prenant des notes, vous montrez à quel point ces réponses sont importantes pour vous. Donc, je vous invite toujours à demander l'autorisation d'enregistrer, à procéder à l'enregistrement, à rappeler les principes auxquels vous êtes tenu pour la relation de confiance et à prendre des notes. Alors, continuons avec notre diaporama. Vous allez donc avoir vos hypothèses. C'est pour ça que vous réalisez votre guide d'entretien. Ces hypothèses, vous les avez formulées à l'aide de votre littérature. Ces hypothèses ou ces propositions de recherche que vous avez formulées, vous allez les décliner sous forme de thèmes. Ces thèmes vont vous permettre de construire vos différentes questions. Et vous allez vous assurer que vos questions sont bien organisées, structurées, progressives et couvrent bien l'intégralité de vos thèmes et de vos hypothèses. Les thèmes donc sont issus de vos hypothèses. Si vous ne vous souvenez pas, je vous invite à regarder la vidéo sur le questionnaire dans lequel j'explique que les thèmes sont issus des hypothèses. Vous devez vous assurer clairement qu'ils sont bien connectés. C'est un travail préparatoire que vous devez impérativement faire et qui permettra d'établir le dictionnaire des thèmes. Vous devez bien sûr les hiérarchiser de manière à ce qu'on sente bien que les questions sont progressives. Toujours en tête le principe de l'entonnoir. Ensuite, vous assurez d'un travail équilibré. Tous les aspects du sujet sont bien couverts de manière équilibrée. Il est hors de question que vous surreprésentiez un aspect plutôt qu'un autre. Il s'agit ici d'un biais si vous faites ainsi, et si vous commettez ce biais, eh bien ça veut dire que vos résultats seront discutables et non représentatifs. Faites preuve de flexibilité, adaptez-vous à votre répondant. Il se peut que votre répondant, entre guillemets, soit bavard et que du coup, en développant sa réponse, il aborde des éléments de réponse des questions que vous aviez prévues. Vous n'allez donc pas reposer ces questions-là. Ça suppose de votre part une qualité d'écoute, une concentration importante et là, l'exercice me paraît assez difficile. Donc, vous écoutez. Si jamais votre répondant développe plus, vous ne l'interrompez pas. Et par contre, il ne faudra pas oublier, donc quand vous ferez le traitement, la retranscription et le traitement, de redispatcher sa réponse entre la question qu'il traitait et puis entre guillemets son hors sujet, qui était en fait le traitement d'une autre question que vous aviez prévue, mais que vous ne poserez pas, puisqu'en fait, il l'a abordée naturellement de lui-même. Les questions, comment vous les formulez? Vous les formulez sous forme ouverte. Autant pour le questionnaire, vous avez utilisé essentiellement des questions fermées ou des questions ouvertes, courtes, le moins possible s'il vous plaît. Pour le guide d'entretien, vos questions sont ouvertes. On évite donc toutes les questions qui finissent par oui, non. Ok, ça c'est hors de question. Donc vous l'invitez à s'exprimer de manière la plus libre, la plus ouverte possible. Que pensez-vous? Et dès lors que vous apercevez qu'on peut répondre à la question par oui ou par non, vous la reformulez pour qu'on ne puisse plus répondre par oui ou par non. C'est extrêmement important. Donc ça veut dire que vous allez checker chacune de vos questions. Et si jamais vous apercevez qu'on répond oui, non, hop, on reformule de manière à ce que la question soit bien ouverte pour permettre une réponse libérée. Vous n'oubliez pas donc quand même de faire une introduction et de faire des questions de présentation. Il faut que ce climat de confiance s'instaure et que vous montriez que vous vous intéressez aux répondants. Laissez-le se présenter, posez-lui des questions qui l'amènent à rappeler qui il est, quel âge il a, quelle est son expérience, dans quel domaine il est déjà intervenu, auprès de quel type d'organisation il a travaillé, donc de manière à donc amorcer l'échange, démarrer, voilà, et n'oubliez pas de demander l'autorisation d'enregistrer et n'oubliez pas, prenez des notes. Ensuite, vous allez centrer.
vous allez progressivement aller sur le cœur de votre sujet, ou j'ai envie de dire presque au pluriel, au cœur de vos sujets étant vos hypothèses déclinées sous la forme de thèmes. Vous y allez progressivement, régulièrement. N'oubliez pas de faire, enfin, à chaque fois que vous avez fini donc d'aborder les thèmes d'une hypothèse, une synthèse, une reformulation, de vérifier que votre répondant est bien d'accord avec ce que vous avez donc noté et donc enregistré, et proposez-lui toujours, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Comme vous allez être sur des questions qui vont aborder des concepts qui sont relatifs au travail de recherche et de lecture que vous avez réalisé, d'analyse que vous avez réalisé avec la littérature, assurez-vous que le répondant comprenne bien comme vous de la même manière les concepts. Donc, n'hésitez pas dans vos questions à définir avec lui quel est le sens qu'il donne lui à ces concepts. Et si jamais vous apercevez qu'il en donne un sens différent, mettez-vous d'accord sur la définition qu'on retient du concept autour duquel vous allez l'interroger. Vous allez prévoir des questions forcément d'approfondissement, puisque vous êtes un chercheur dans le cadre de cette mémoire du E7 de DSCG. On sait bien un apprenti chercheur, mais quand même. Et donc, vous allez approfondir, explorer. Vous allez donc poser des questions peut-être très détaillées, très précises. Attention, toujours ouvertes. Vous allez, si vous apercevez que votre répondant ne va pas assez loin, vous n'hésitez pas à le relancer, reformuler. Prévoyez toujours, au-delà de vos questions, des questions complémentaires au cas où il n'aborde pas naturellement certains aspects donc, du thème sur lequel vous êtes en train de l'interroger. Si jamais vous apercevez qu'au contraire, il développe beaucoup, il parle beaucoup et qu'en fait, il fait vraiment du hors-sujet. Recadrez gentiment, délicatement, donc vers le cœur de ce qui vous intéresse. N'hésitez pas aussi, donc pour cela, peut-être reformuler ou reposer une question de recadrage pour revenir sur vos objectifs. Si vous apercevez qu'il aborde quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé ou auquel aucun autre répondant n'avait abordé, n'hésitez pas à mettre en valeur et peut-être essayer de comprendre pourquoi lui, ce répondant-là, aborde ces questions-là alors que les autres ne l'ont pas fait. Et si vous apercevez que c'est intéressant, peut-être qu'il faudra penser à modifier peut-être votre guide d'entretien pour l'aborder systématiquement avec les répondants. Attention, en faisant cela, vous allez créer une disparité entre le guide d'entretien que vous aviez réalisé avant et le guide d'entretien que vous allez faire à compter de cet entretien-là. Donc peut-être qu'il est important de faire des tests. Avant de vous lancer, peut-être de faire comme pour le questionnaire, d'ailleurs je l'avais conseillé, de faire des pré-tests pour vous assurer que, effectivement, d'abord vos questions sont compréhensibles, qu'elles invitent bien à répondre, qu'elles sont bien ouvertes, et donc de pouvoir peut-être réaliser des ajustements en fonction des réponses que vous aurez reçu. Vous n'oubliez pas bien sûr de conclure. Donc vous allez conclure. Vous avez fait des synthèses intermédiaires. Ici, il faut faire une synthèse un peu globale. Vous avez récapitulé. Vous allez laisser l'opportunité à votre répondant de pouvoir compléter, de rajouter des éléments qu'il n'a pas évoqués et ou peut-être qu'ils lui reviennent maintenant en mémoire. Vous le remerciez pour le temps consacré, pour la qualité de ses réponses. Vous allez peut-être aussi lui demander si jamais il ne connaît pas une autre personne dans ses contacts qui pourrait lui aussi répondre à vos questions et auquel vous contacte bien sûr que vous n'avez pas. L'idée ici étant d'enrichir votre base de répondants. C'est ce qu'on appelle la technique de la boule de neige. Donc un répondant conseille un autre, etc. Et donc vous allez augmenter la quantité de vos répondants. Il est important que vous rappeliez aussi que donc vous avez mis fin à l'enregistrement, que donc c'est ce qui a été enregistré, donc les données collectées serviront bien sûr exclusivement à votre étude et que bien sûr il y a un accès s'il le souhaite et donc bien sûr vous lui avez laissé pour cela vos coordonnées. Pour que votre entretien soit efficace, vous n'oubliez donc pas de reformuler, répéter, reformuler, vérifier. Il faut vous assurer que le répondant est bien en accord avec ce que vous avez compris, qu'il n'y a pas de décalage, de distorsion. N'hésitez pas donc aussi à approfondir, à poser des questions. Est-ce que vous pourriez... Donc, alors pas est-ce que, parce que du coup, est-ce qu'on peut faire répondre par oui ou non? Développer, donc
pouvez-vous développer, alors vous voyez, pouvez-vous aussi développer, ça peut fermer. Mais je serais intéressée par le développement donc, de cette question, dernier élément que vous avez abordé. Comment expliquez-vous? Comment développeriez-vous? Comment illustreriez-vous tel aspect? Ce sont des façons, alors le comment, c'est plus adapté pour approfondir que le pouvez-vous, hein. Pouvez-vous, on peut dire oui, non, mais plutôt comment, hein. Le comment ou en quoi, ce sont des formules de questions qui vont permettre d'approfondir en évitant la réponse oui, non. N'oubliez pas que si votre répondant fait une pause, se tait, c'est qu'il réfléchit. C'est qu'il est en train de regrouper des idées pour apporter une réponse à la question que vous lui avez posée. Respectez son silence, respectez sa pause. Il est en train de rassembler ses esprits pour vous apporter une réponse de qualité. N'oubliez pas que cet exercice est quand même compliqué dans la mesure où il va falloir vous adapter à votre répondant. Donc bien sûr, vous allez démarrer. Mais il se peut que parfois les questions ne marchent pas bien. Donc il va falloir recalibrer votre guide d'entretien. Il va falloir peut-être l'ajuster. Et pendant les entretiens, il va falloir peut-être parfois vous adapter donc aux réponses de votre répondant. Il va donc falloir que parfois vous reformuliez, vous sautiez des questions, vous réorientez, etc. Ça suppose de vous beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, chose que je vous ai déjà dite. Ça veut dire aussi que le guide d'entretien et l'entretien va prendre du temps, entre 30 et 60 minutes, même parfois plus. Parfois, ça peut durer jusqu'à 2 heures. Alors, ça veut dire que 2 heures ou 1 heure et demie ou même 1 heure, c'est un travail de concentration qui va donc demander de l'énergie. Il faut donc vous préparer à tenir cette durée-là, ne serait-ce que psychologiquement. Il va falloir tout au long de ce long entretien rester positif, souriant, à l'écoute, attentif. Soyez focus, focus, focus. Montrez votre écoute active, la prise de notes, les sourires, les regards. N'interrompez pas, respectez toujours les silences, favorisez toutes les conditions propices à l'expression libre de votre répondant. Soyez donc organisé, soyez minutieux, soyez méthodique, ayez préparé tous vos équipements à l'avance, ayez bien checké que vous n'avez rien oublié, ni la batterie sur votre téléphone qui va vous servir à enregistrer, ni de vous être mis en mode silencieux pour ne pas vous être dérangé, ni votre stylo, ni votre cahier ou vos feuilles pour la prise de notes. Vérifiez les conditions matérielles, c'est-à-dire que vous n'allez pas être dérangé si vous êtes en visio. Indiquez à votre entourage que surtout là, pendant X temps, il ne faut pas que vous soyez dérangé. Si vous êtes dans une salle dédiée à cet entretien, même chose, vous assurez que vous ne serez pas dérangé dans la salle, et de manière à ce que donc tout se passe dans les meilleures conditions possibles et que tout le monde reste concentré pendant toute la durée de l'entretien. Qu'est-ce que vous ne devez pas faire? Quelles sont les erreurs à éviter? Ne soyez pas trop rigide, ne soyez pas trop fermé sur vos questions. Si jamais votre répondant va ailleurs, délicatement, j'ai dit, vous le ramenez vers le centre de vos questions. Attention, si ce qu'il aborde est pertinent, oh, suivez-le, bien au contraire. N'intervenez ni trop, ni pas assez. Attention à votre écoute active. Hein, je l'ai déjà dit, manifestez votre intérêt, votre écoute, votre concentration. N'oubliez pas de garantir le consentement éclairé. N'oubliez pas de garantir la confidentialité, l'anonymat et l'accès à votre travail, à l'analyse de vos résultats. Je vous propose de regarder un guide d'entretien. On va aller à la page 96 de ce guide d'entretien. C'est parti. Alors, on va exploiter, je vais essayer d'illustrer tout ce que j'ai pu vous raconter à travers un exemple concret d'un mémoire d'un candidat. Donc ici, vous voyez, donc on a nos répondants, qu'on est bien sur l'approche quali, et donc on a nos répondants anonymes R1, R2, R3, etc. On a juste mis, donc là, il y a des initiales, ce qui n'est pas forcément nécessaire, et on a la qualité, ça c'est hyper important, donc des collaborateurs, managers, etc. Ensuite, on a bien ici la durée de l'entretien et sous quelle forme il a été fait, présentiel. Là, ça a été écrit par mail. Vous voyez, on a dit des différences, visioconférence, entretien téléphonique. Donc, on a bien précisé les modalités. Et vous retrouvez bien dans la colonne pertinence des choix pourquoi
répondant est hyper intéressant et de qualité. Donc on y retrouve du coup les questions auxquelles ce répondant a répondu, donc ses années d'expérience, comment il a travaillé, on sait que c'est un alternant, s'il était autonome, etc., comment il travaillait chez le client. Et en fait, on a un certain nombre d'informations précises sur chacun des répondants. Ce qui va permettre de montrer que ces répondants étaient bien sûr pertinents au regard donc des thèmes issus des hypothèses donc, qui sont donc testés à travers donc, ces études. Donc ça, c'est pour donc justifier le choix des répondants. Vous voyez qu'ici, on a 8 répondants seulement. Alors bien sûr, peut-être vous allez dire, mais 8, c'est pas beaucoup, là là, c'est pas... Mais 8, ça n'a pas empêché cette candidate d'avoir 16 sur 20. Donc c'est pas le fait d'en avoir 8, 15 ou 20, c'est d'avoir montré qu'on a, donc là, d'avoir suffisamment de répondants, d'avoir montré qu'on a fait beaucoup d'efforts, qu'on a voulu constituer une base de répondants représentative. Je vous rappelle que cette candidate, elle mixe une approche quanti et quali. Donc, ce qui fait qu'en mixant les deux, on peut se dire aussi que 8 répondants pour l'enquête quali sont compensés par le nombre de personnes qui ont répondu à son questionnaire pour la partie quanti. On va donc aller, donc là je vous représente c'est des hypothèses, vous voyez les hypothèses, et on a ici les thèmes. J'avais présenté ça dans le questionnaire, je refais un petit passage là-dessus. Même chose, donc on a nos hypothèses. Ici, par exemple, plus le salarié travaille à distance, plus les managers augmentent la pression sur les salariés pour réduire leur sentiment de perte de contrôle. Quels sont les thèmes de cette hypothèse? Le travail à distance, la perte de contrôle. 2 thèmes, et c'est autour de ces 2 thèmes que les questions vont être construite. Ici, vous vous souvenez, dans ce dictionnaire des thèmes, on essaie d'expliciter le pourquoi cette hypothèse a été formulée. C'est la description, c'est la justification de sa pertinence. Donc, vous voyez ici que chaque hypothèse a été déclinée en un certain nombre de thèmes. Donc là, 2 thèmes, etc. On retrouve ici 3 thèmes. La mise en place d'un travail hybride restaure la qualité de l'audit et la relation client. On retrouve comme thème l'organisation du travail hybride, la qualité de l'audit et la relation client. 3 thèmes. Alors, on va aller sur la partie donc, de son entretien. Donc ça, c'est la partie quanti. Alors, on retrouve dans l'annexe 2 le guide d'entretien. Vous savez, c'est un peu comme le questionnaire. On ne peut pas mettre le questionnaire dans le corps du mémoire, sinon on n'a plus de place pour rien. Donc, on met tout ça donc, dans les annexes. Et puis, l'analyse sera présente dans le corps du mémoire. Donc, dans le guide d'entretien, on a la présentation, donc l'introduction avec la présentation de la personne, et puis l'objectif, etc., les thèmes qui vont être abordés, la définition, de manière à s'assurer que répondant et donc vous abordiez, donnez le même sens aux concepts qui vont être abordés. Et vous avez donc un certain nombre de questions qui sont prévues. Donc, voilà, quelles sont les questions? Donc là, des questions de présentation, des questions sur le travail à domicile. Donc, vous voyez, on a 7 questions. Donc, là, on est sur l'hypothèse 1 et on a donc les 2 thèmes. Et donc, on a ici 11 questions qui permettent de traiter les 2 thèmes. Vous voyez que la candidate a prévu donc de déterminer, donc de poser ces questions à des collaborateurs, des managers et aussi à un organe, donc une institution. Et donc là, vous voyez les questions, donc là où il y a les croix, ça veut dire que ces questions sont posées à toutes les catégories de répondants. Mais vous voyez par exemple qu'à la question 6, elle n'est posée qu'aux collaborateurs et aux managers, alors que la question 7, elle n'est pas posée aux collaborateurs, elle n'est posée qu'aux managers et à l'institution. Il en sera de même pour les questions 8, 9, 10. La question 11, elle est posée à tout le monde. Dans HR2, vous voyez, on retrouve même chose, donc on retrouve les thèmes de HR2. Là, il y en avait donc 2, travail à distance et qualité de l'audit. Et on a donc un certain nombre de questions qui sont posées. Donc, on en a 5, donc les questions 12 à 17. Et on voit qui est concerné par ces questions. Ces questions seront donc posées aux 3 catégories de répondants, les collaborateurs, les managers et l'institution. Voilà. Et on fait ainsi pour 3 questions. Donc, vous voyez qu'en fait, les questions sont déclinées par thème, et les thèmes étant donc issus donc des hypothèses. Et on précise qui est concerné par chacune des questions. Donc, quels sont les répondants pour chacune des questions. Et voilà, le détail est ainsi présenté pour chacune des questions de chaque thème, pour chaque hypothèse. Ça, c'est la trame qui va servir à la personne, donc à vous, en tant que candidat aux mémoires de DSCG UE7. Ça va vous servir de trame pour vos entretiens.
Une fois que c'est fait, vous n'avez pas oublié que vous avez enregistré ces entretiens et que vous avez pris des notes. Il va donc falloir analyser. Mais avant d'analyser, pour la partie entretien, il va falloir retranscrire. Je ferai une autre vidéo sur la retranscription et l'analyse des résultats plus en détail. Mais je vous présente ici rapidement à quoi va ressembler une retranscription. Voilà, ici nous avons une retranscription. Hop, je vais essayer d'aller au début de la retranscription. Alors, on en a 8 en retranscription, ça prend un petit peu de place. Voilà. Donc, vous voyez, retranscription de l'entretien avec MF, je vais faire juste là, on retrouve nos hypothèses, sachant que ça, bien sûr, avant l'entretien, le répondant n'a pas connaissance de l'hypothèse. Il ne connaît que le guide d'entretien et que les thèmes sur lesquels il va être interrogé. Surtout, vous n'oubliez pas, on ne lui donne pas les hypothèses pour ne pas l'influencer dans ses réponses. Et donc là, vous avez nos numéros, nos questions numérotées, vous n'oubliez pas de les numéroter, et vous avez exactement les réponses des répondants. Alors, si ces personnes bafouillent, comme parfois je peux bafouiller lors de mes interventions, eh bien c'est normal, on les garde. C'est normal, on est censé représenter et retranscrire la réalité de l'entretien. Si la personne fait des fautes de français, des fautes d'expression, eh bien c'est pas grave non plus, c'est la réalité de l'entretien. Vous voyez par exemple ici, je mets en surbrillance, il y a E. Eh bien oui, cette personne a dit E. Et après elle a mis etc. etc. On retranscrit l'entretien tel qu'il s'est passé, avec toutes les mauvaises liaisons, fautes de français, les E, les mots parasites, etc., etc., comme je suis en train de le faire à l'instant. Vous avez donc la retranscription de chacune des questions, voyez, et vous voyez que la question numéro 2, elle est particulièrement détaillée, la réponse à la question 2 par MF. Vous voyez, elle fait plus d'une page. C'est normal. Aucun problème, ce n'est pas au contraire, ça veut dire qu'elle avait beaucoup d'informations à communiquer. Question 3, hop, même chose. Question 4, etc. Et ainsi jusqu'à la fin des questions qui sont prévues dans le guide d'entretien. Voilà. Et donc ça prend, donc ce qui veut dire qu'une retranscription, ça prend beaucoup de place. Là, vous pouvez donc, comme c'est en annexe, vous pouvez réduire la taille de vos polices, réduire l'interligne, si jamais vous avez beaucoup de retranscriptions et que vous trouvez que ça prend trop de place dans le mémoire, donc dans votre mémoire, aucun problème. Je reviens donc à notre diaporama. Donc, vous allez donc collecter des données. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de données collectées. Ça sera donc une source d'analyse et d'interprétation d'une grande richesse qui vous permettra de revenir avec précision sur vos hypothèses ou propositions de recherche. Vous allez donc retranscrire littéralement, intégralement, l'ensemble des entretiens que vous avez réalisés. Tout cela sera en annexe. Ça prend du temps, mais dans une prochaine vidéo, je vous donnerai une astuce incroyable pour gagner du temps sur la retranscription. Une fois que vous aurez retranscrit, vous devrez coder. Vous devrez donc analyser, classer les réponses par thématique. Les thèmes, vous vous souvenez, que vous avez donc tirés de vos hypothèses. Et à travers cela, vous allez répartir les réponses par thématique apportée. Et vous allez ensuite analyser les données que vous aurez ainsi codées pour essayer d'identifier les différents patterns, les différentes relations entre les thèmes, entre les concepts, les différentes éventuelles contradictions que vous allez pouvoir identifier grâce à vos résultats de vos entretiens. C'est extrêmement important, vous allez passer ainsi de données brutes à des données traitées, analysées, structurées et qui seront devenues pertinentes et auxquelles vous allez donner du sens. Vous pouvez vous faire aider d'outils d'analyse, donc pour affiner ou peut-être simplifier ou peut-être parfois voir des choses que vous n'avez pas vues. Je vous propose dans cette diapo des outils qui existent donc pour pouvoir réaliser cette analyse. Ce ne sont pas des conseils que je vous donne, je vous dis juste ce qui existe pour faire le codage, l'analyse des données, comme des textes, des images vous n'en aurez pas, mais ça peut être une vidéo, vous pouvez très bien faire une vidéo effectivement de votre entretien, de manière à pouvoir faire ensuite une analyse donc des données ainsi collectées. Il y a un autre outil, atlas.ti, qui vous donne aussi cette possibilité. Attention, les solutions sont généralement payantes. Vous n'êtes pas obligé du tout d'y recourir. Et nous verrons aussi comment on peut analyser les données. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et vous pouvez bien sûr procéder à une analyse manuelle, tradi,
à l'aide de surligneurs, à l'aide de recherche de mots-clés dans les documents Word que vous aurez réalisés, et comptez aussi peut-être la présence de certains mots, de certains termes, donc par exemple dans la réalisation de votre étude, sachant que ce travail est extrêmement chronophage. Il ne faut surtout pas le minimiser, et ça veut donc dire qu'il faut réaliser vos entretiens le plus tôt possible pour avoir le temps de réaliser cette étude, cette analyse qualitative, donc des données que vous aurez collectées grâce à vos entretiens. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt!